Arrêtez le temps un instant. Oubliez les délais de 5 ans pour un pont, les échéances décennales pour une ligne de chemin de fer. En Chine, le temps se mesure autrement. Là-bas, une année n'est pas un cycle de saison. C'est le temps nécessaire pour faire surgir de la boue une ville intelligente pour 3 millions d'habitants. Un mois n'est pas un cycle lunaire. C'est le temps nécessaire pour creuser 1 kilomètre de tunnel sous une chaîne de montagnes qui écraserait n'importe quelle autre machine. Ce n'est pas une exagération. C'est la nouvelle norme. La Chine ne construit plus des structures. Elle construit des organes. Des organes d'acier, de silicium et de volonté farouche qui se greffent sur le corps géopolitique de la planète, redéfinissant les flux commerciaux, énergétiques et intellectuels. Ce que vous allez voir n'est pas une liste de projets. C'est l'anatomie de l'ambition. Un voyage vers des lieux où la géographie est devenue obsolète, où les déserts se transforment en ports maritimes, où des îles surgissent de nulle part, et où les plus hautes montagnes de la Terre sont percées de tunnels qui sont, à eux seuls, des villes intelligentes souterraines. Bienvenue dans la salle de dissection du futur. Ici, la planète se remodèle à son image. Le port du désert de Gobi. Au cœur de l'immense et aride désert de Gobi, où les tempêtes de sable sculptent des dunes aux allures de vagues figées d'un océan jaune, se dresse une silhouette qui défie toute logique géographique et commerciale. À 1500 km de la côte la plus proche, loin du murmure des vagues et de l'air salé, des portiques s'élèvent sur un horizon infini de terre et de ciel. Leurs bras d'acier, symboles emblématiques des ports maritimes du monde entier, se meuvent avec une précision robotique au-dessus de piles de conteneurs multicolores qui s'étendent à perte de vue, formant une grille parfaite au milieu de nulle part. Il s'agit du mégaport sec de Lanzhou, également connu officiellement sous le nom de port logistique international du Gansu, qui représente l'une des redéfinitions les plus radicales du concept de port dans l'histoire du commerce mondial. Son existence découle d'une vision géopolitique qui transforme les désavantages en atouts stratégiques. La Chine, avec ses régions occidentales historiquement isolées et sous-développées, était confrontée à un dilemme. Comment intégrer efficacement son intérieur continental aux ports animés de la côte Est et de là, aux marchés mondiaux? La solution ne résidait pas dans un changement de géographie, mais dans une refonte de la logistique. C'est ainsi qu'est né le concept de route maritime terrestre, cœur opérationnel de l'initiative Ceinture et route. Prenons l'exemple du trajet traditionnel d'un conteneur rempli de composants électroniques, d'une usine du Sichuan à un entrepôt de Stuttgart, en Allemagne. La voie maritime classique implique un transport par camion jusqu'au port de Shanghai, le chargement sur un porte-conteneurs, puis une traversée océanique de 35 à 45 jours à travers le détroit de Malacca, l'océan Indien, le canal de Suez, la Méditerranée et enfin l'Europe du Nord, sans compter les temps d'attente dans les ports congestionnés. C'est un processus lent, soumis à la volatilité des taux de fret maritime, à la piraterie sur certaines routes et au goulet d'étranglement géopolitique comme le canal de Suez. Le port sec de Lanzhou propose une alternative qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Ce même conteneur voyage par train. Mais pas n'importe quel train. Il s'agit d'un bloc de train de marchandises express international, un convoi de 40 à 50 wagons qui fonctionne comme un navire d'acier sur rails. Il part du port côtier de Lianyungang, sur la mer Jaune, et s'enfonce dans les terres. Au lieu de naviguer sur les mers, il traverse le cœur de l'Asie, l'île artificielle, forteresse aérienne et navale. Depuis le désert continental, notre regard se porte désormais sur le bleu stratégique de la mer de Chine méridionale, une étendue d'eau à la fois voie commerciale vitale et véritable poudrière géopolitique. Ici, sur des atolls submergés, des bancs de sable et des récifs qui, pendant des siècles, n'étaient que des points sur les cartes marines signalés comme « danger » pour la navigation, une nouvelle géographie a émergé au cours de la dernière décennie. Non pas sous l'effet des caprices de la tectonique des plaques, mais par la froide et calculée planification du pouvoir d'État. Les îles artificielles construites par la Chine, dans des archipels comme les îles Spratleys et Paracels, sont peut-être l'exemple le plus audacieux et le plus controversé de remodelage géographique actif. Ce ne sont pas de simples brise-lames ou plateformes, ce sont des territoires souverains de facto, des forteresses multifonctionnelles qui ont modifié à jamais l'équilibre des pouvoirs dans la région.
Comprendre leur ampleur exige de se plonger dans un processus d'ingénierie qui rivalise avec les plus grands travaux de génie civil de l'histoire. Tout commence par la sélection d'un élément sous-marin, un récif submergé peu profond ou un banc de sable. La méthode employée est le remblayage, un terme qui peut paraître passif, mais qui décrit une véritable opération de transformation géomorphologique. L'outil principal c'est la drague à désagrégateur, une merveille d'ingénierie maritime. Des navires comme le Tian Kun Hao, autoproclamé créateur d'îles le plus grand au monde, sont de véritables usines flottantes de la taille de porte-avions. À leur proue, une tête de coupe rotative, garnie de dents en carbure de tungstène, arrache le corail et la roche du fond marin jusqu'à 35 mètres de profondeur. Un puissant système de pompage aspire ce mélange de sédiments, d'eau et de débris et le propulse à travers des conduites de grand diamètre qui peuvent s'étendre sur des kilomètres au-dessus de pontons flottants. Ce flux de boue est destiné à la surface du récif. Dès lors, l'opération se transforme en une chorégraphie de précision. Pour contenir les matériaux et façonner la future île, des digues périmétriques sont d'abord construites. Cela peut se faire en enfonçant d'énormes caissons en béton préfabriqué ou en utilisant la technique du déversoir hydraulique, où le mélange de sable est déposé sur les bords et l'eau s'écoule, formant une pente naturelle ensuite renforcée par des géotextiles et des enrochements. Une fois la zone délimitée, le pompage se poursuit à l'intérieur, la remplissant couche par couche. Mais le sable humide et meuble ne constitue pas une fondation stable. Pour transformer ce monticule en une base capable de supporter le poids d'une piste d'atterrissage pour avions de chasse ou d'un hangar à missiles, un compactage intensif est nécessaire. On utilise des compacteurs vibratoires géants, des machines qui enfoncent des tiges vibrantes dans le sol, éliminant l'eau et densifiant le sable, jusqu'à ce qu'il atteigne une résistance comparable à celle d'un sol naturel ferme. Le processus est lent et méthodique, et est contrôlé en temps réel par des capteurs de densité. La phase finale est le renforcement. Toute la surface de la nouvelle île est recouverte d'une épaisse couche de béton armé. Il ne s'agit pas d'un simple revêtement. Il s'agit d'une dalle structurelle conçue pour résister à la corrosion saline, aux assauts des typhons fréquents dans la région et, potentiellement, aux impacts de la guerre. Le chemin de fer. Sichuan-Xizang. Si les îles artificielles symbolisent la conquête des mers, le prolongement prévu du chemin de fer Sichuan-Tibet jusqu'à Katmandou, au Népal, incarne l'épopée de la conquête du dernier grand obstacle terrestre, l'Himalaya. Ce projet, actuellement en phase de conception avancée et d'étude de faisabilité, et dont le financement est déjà assuré, ne se limite pas à un simple prolongement de la ligne existante jusqu'à Lhasa. Il s'agit d'une entreprise technique d'une telle complexité qu'elle repousse les limites du génie civil et d'une manœuvre géopolitique visant à redéfinir la carte des influences en Asie du Sud. La ligne Sichuan-Tibet elle-même, dont la construction progresse malgré des défis colossaux, est déjà considérée comme la ligne ferroviaire la plus difficile et la plus coûteuse jamais construite. Elle relie Chengdu, capitale du Sichuan, à Lhasa, dans la région autonome du Tibet, en traversant certains des terrains les plus extrêmes de la planète. Mais le prolongement jusqu'au Népal porte cet exploit à un tout autre niveau. Le trajet prévu partirait de Lhasa, descendrait vers le sud le long des rives du lac Yamdrok, puis affronterait le colosse, la chaîne himalayenne, qui sépare le plateau tibétain du sous-continent indien. La destination finale serait Katmandou, capitale du Népal, pays niché entre des géants et dont l'économie a toujours été liée à celle de l'Inde. Les défis techniques sont presque mythiques. Altitude et hypoxie. Le train devra franchir des cols à plus de 5000 mètres d'altitude. À cette altitude, la pression atmosphérique est environ 2 fois moindre qu'au niveau de la mer, et la teneur en oxygène est inférieure de 40%. Cela affecte non seulement les travailleurs, qui auront besoin de quarts de travail courts, de camps pressurisés et d'un apport constant d'oxygène, mais aussi les machines. Les moteurs diesel perdent jusqu'à 30% de leur puissance et les moteurs électriques peuvent surchauffer en raison de la raréfaction de l'air qui réduit le refroidissement. Parmi les solutions envisagées figure la conception de wagons et de locomotives pressurisées, comme dans les avions, pour le confort des passagers, ainsi que l'utilisation de la technologie de turbocompression
et de systèmes de refroidissement spéciaux pour les équipements. Activité sismique extrême. La région se situe au point de collision des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, la zone la plus sismiquement active au monde. Le tracé traversera des dizaines de failles géologiques actives, ce qui exige une conception parasismique de pointe. Les ponts devront être construits avec des isolateurs de base, dispositifs permettant à la structure de se déplacer de manière contrôlée lors d'un séisme, dissipant ainsi l'énergie. Les tunnels devront être revêtus de segments de béton flexibles renforcés de fibres d'acier afin de prévenir tout effondrement dû à la déformation du sol. Des systèmes de surveillance équipés de capteurs de mouvement GPS haute fréquence alerteront les autorités en temps réel de toute déformation, permettant ainsi d'interrompre la circulation en cas de danger imminente. L'autoroute photonique. Entre le cœur politique de Pékin et la ville futuriste de Xiong'an se déploie un ruban d'asphalte qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Le corridor intelligent Pékin-Xiong'an n'est pas une autoroute au sens traditionnel du terme. C'est un organisme cybernétique de 100 km de long, un système circulatoire conscient où le véhicule, la route et le cloud informatique forment une seule et même entité symbiotique. Ici, la route cesse d'être un support passif. Elle devient un ordinateur distribué, une interface physique qui perçoit, analyse et réagit. La transformation commence sous la chaussée. Des capteurs à fibres optiques à interférométrie de brillouin sont intégrés au béton à intervalles réguliers. Ce ne sont pas de simples détecteurs de poids, ce sont les nerfs du système. Capables de détecter des contraintes microscopiques, des vibrations anormales et des variations de température dans la structure de la route, ils permettent d'anticiper, plusieurs semaines à l'avance, les risques de nids de poules ou de défaillances structurelles. Simultanément, un réseau dense de boucles inductives et de capteurs magnétométriques de haute sensibilité surveille le trafic en temps réel, enregistrant avec une précision centimétrique non seulement le nombre de véhicules, mais aussi leur vitesse, leur accélération et leur espacement. Au-dessus de ce réseau de capteurs, la communication est essentielle au système. L'autoroute est couverte d'un maillage d'antennes 5G Advanced et d'unités de service rouge RSU, positionnées tous les 500 mètres. Ces antennes ne servent pas uniquement à permettre aux passagers de regarder des vidéos. Elles créent un réseau de communication à très faible latence, moins de 5 millisecondes, entre tous les éléments. C'est là qu'intervient le véhicule connecté et autonome. Les véhicules équipés pour ce corridor, un mélange de véhicules d'essai et de transport public autonome, transmettent en permanence leur position, leur vitesse, leurs intentions de virage et l'état de leur système au centre de contrôle de l'autoroute et aux véhicules à proximité. Il s'agit d'un dialogue massif et permanent. Le cerveau qui orchestre ce flux de données est une plateforme d'intelligence artificielle hébergée dans des centres de données décentralisés, informatique de périphérie, le long de l'autoroute. Cette IA ne suit pas un programme rigide, elle apprend et anticipe. En analysant le trafic en temps réel, les données historiques, les informations météorologiques et même les événements programmés dans les villes de départ et d'arrivée, le système peut prévoir les embouteillages jusqu'à 30 minutes à l'avance. Sa réponse ne se limite pas à un simple message sur un panneau d'affichage. Il s'agit d'une intervention active et coordonnée. Elle ajuste dynamiquement les limitations de vitesse par voie, suggérant des vitesses plus élevées sur les voies libres et plus basses sur les voies d'insertion pour fluidifier le trafic. Elle gère les feux de circulation sur les bretelles d'accès pour optimiser l'insertion des véhicules, et elle peut même ouvrir automatiquement des voies à contresens aux heures de pointe, le tout sans intervention humaine. Le réseau électrique qui anticipe les besoins énergétiques. Tandis que les corridors intelligents gèrent la circulation des véhicules, un autre réseau, encore plus vaste et invisible, gère le flux de la vie moderne, l'électricité. Le réseau de transport à ultra-haute tension, UHT, chinois, est le plus grand, le plus long et le plus sophistiqué de la planète. Un véritable système nerveux continental reliant les zones énergétiquement stériles de l'Ouest aux mégalopoles voraces de l'Est. Mais son véritable bond en avant ne réside pas dans ses pylônes d'acier de 120 mètres de haut, ni dans ses câbles transportant 1 million de volts. Il réside dans la couche d'intelligence artificielle qui le transforme en un réseau capable non seulement de transporter l'énergie, mais aussi de l'anticiper, de l'optimiser et de la protéger. Le défi est colossal.
La Chine possède d'immenses parcs éoliens et solaires dans le désert de Gobi, loin des centres de consommation. Les énergies renouvelables sont intermittentes. Le vent ne souffle pas toujours. Le soleil se couche. Par ailleurs, les villes côtières comme Shanghai et Shenzhen connaissent des fluctuations de demande extrêmement importantes entre le jour et la nuit, ainsi que des pics de consommation. Un réseau mal conçu s'effondrerait sous le poids de ces déséquilibres. Le réseau intelligent à très haute tension, THT, les transforme en un ballet orchestré par des algorithmes. Au Centre de contrôle national, une plateforme d'intelligence artificielle, baptisée Grid Brain, traite des flux massifs de données en temps réel. La production planifiée et réelle de chaque parc éolien et solaire, avec des prévisions météorologiques hyperlocales, la demande en temps réel de chaque sous-station régionale, le niveau de charge des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage, qui fonctionnent comme des batteries géantes, la température des câbles de transport, et même des données macroéconomiques telles que le calendrier industriel ou les grands événements sportifs. Grâce à ces informations, le système effectue des simulations prédictives sur différentes échelles de temps. Pendant les 15 minutes suivantes, il ajuste la production des centrales à gaz naturel, plus flexible, afin de compenser les variations de production d'énergie renouvelable. Pendant les heures qui suivent, le système programme le pompage d'eau vers les réservoirs supérieurs des centrales hydroélectriques en cas de surplus d'énergie éolienne, pour la libérer et produire de l'électricité aux heures de pointe. La magie opère en quelques millisecondes. Le réseau est équipé de dispositifs FACTS, système de transmission de courant alternatif flexible, et de convertisseurs de source de tension, VSC, dans les stations de conversion UHT. Lorsqu'un capteur détecte une oscillation de fréquence, signe d'instabilité, ces dispositifs peuvent injecter ou absorber de la puissance réactive quasi instantanément, amortissant ainsi l'oscillation avant qu'elle ne se propage et ne provoque une panne en cascade. Le métro de Shenzhen. Une montre suisse pilotée par l'IA sous les rues de Shenzhen. Métropole métamorphosée en 40 ans d'un village de pêcheurs en un pôle technologique de pointe, se cache non seulement un métro, mais un véritable essaim d'intelligence coordonnée. Avec ses plus de 500 km de voies, le métro de Shenzhen est le réseau le plus automatisé au monde et le laboratoire ultime de la mobilité urbaine intelligente. Ici, une ponctualité de 99,5% n'est pas un objectif, mais le fruit d'un système qui a éliminé l'erreur humaine de son fonctionnement. L'épine dorsale du système repose sur les rames GOA 4, Grade of Automation 4, entièrement autonomes. Leur autonomie n'est pas synonyme d'isolement, mais d'hyperconnectivité. Chaque rame est un nœud de données qui communique sa position exacte, sa vitesse, l'état de ses portes, les diagnostics de ses moteurs et son taux d'occupation, grâce à des capteurs de poids au sol et à l'analyse vidéo anonymisée, au centre de contrôle et aux rames voisines. Ceci permet une fréquence qui surpasse celle de tous les réseaux européens. Aux heures de pointe, les rames circulent toutes les 90 secondes. Cependant, l'IA ne se contente pas de respecter un horaire rigide. La plateforme de gestion, alimentée par des données historiques et en temps réel sur le flux de passagers, issus de portiques intelligents et de téléphones mobiles anonymisés, prédit les zones de congestion pour les 20 prochaines minutes. En conséquence, elle peut programmer des trains pour qu'ils s'arrêtent quelques secondes de moins dans les stations peu fréquentées et quelques secondes de plus dans les stations très fréquentées, voire déployer des trains express qui ne desservent pas certaines stations afin de désengorger le trafic en amont. La maintenance est passée d'une approche préventive à une approche prédictive. Des capteurs de vibrations ultrasoniques sur les bogies, les éléments des trains fixés aux essieux, des caméras thermiques sur les rails et une analyse sonore basée sur l'intelligence artificielle surveillent l'usure des roues, l'alignement des voies et l'état des composants électriques. La grande muraille verte numérique. À l'opposé du spectre technologique, mais tout aussi tributaire des données, une bataille épique est menée contre un ennemi ancestral, le désert. Le projet de la Grande Muraille Verte, initiative monumentale visant à planter une barrière forestière de 4500 km aux abords du désert de Gobi, a évolué. Il ne s'agit plus seulement de mobiliser des armées de volontaires munis de pelles. Dans sa phase actuelle, c'est le projet de reboisement le plus avancé technologiquement de l'histoire,
un exercice de géo-ingénierie assisté par le big data et l'Internet des objets. La campagne débute avec des drones de semi-haute performance. Ces appareils, équipés de lidars et de scanners multispectraux, survolent la zone cible. Des algorithmes analysent le terrain pour déterminer les points de plantation optimaux, en tenant compte de la pente, de la composition du sol et de l'humidité résiduelle. Ensuite, les drones larguent des capsules biodégradables dans le sol. Chaque capsule est un chef-d'œuvre d'ingénierie botanique. Elle contient une graine prégermée, un hydrogel qui absorbe et retient l'eau et les nutriments, ainsi qu'un répulsif contre les herbivores. Ces capsules sont lancées avec une force suffisante pour s'enfouir légèrement, les protégeant ainsi du vent et des oiseaux. Une fois en terre, la surveillance prend le relais. Des réseaux de capteurs solaires IoT, de la taille d'une carte de crédit, sont déployés parmi les jeunes plants. Ces capteurs mesurent l'humidité du sol à différentes profondeurs, la température, le rayonnement solaire et la salinité. Ils transmettent ces données, ainsi que leur géolocalisation précise, à une plateforme cloud via des réseaux LPWAN, réseau étendu longue portée à faible consommation. L'IA centrale analyse ces informations. Si une zone présente des signes de stress hydrique, le système peut activer automatiquement un système d'irrigation goutte à goutte localisé et efficace ou envoyer une alerte pour une intervention manuelle. S'il détecte l'apparition de maladies ou de ravageurs dans une zone, il peut prédire leur propagation et prioriser les traitements. Le soleil artificiel qui a déjà allumé sa fusion. Dans un complexe de recherche de la ville de Hefei, loin du tumulte des grands chantiers, des scientifiques chinois s'efforcent depuis des décennies de maîtriser une force qui n'existe normalement qu'au cœur des étoiles, la fusion nucléaire. Il ne s'agit pas de fission, qui divise les atomes lourds et génère des déchets dangereux, mais de son contraire, la fusion d'atomes d'hydrogène léger pour former de l'hélium, libérant ainsi des quantités colossales d'énergie propre, sans émission de carbone et avec une source de combustible quasi illimitée. Le deutérium est extrait de l'eau de mer. L'appareil où se déroule cette aventure s'appelle un tokamak, une chambre à vide en forme de tore, où des champs magnétiques d'une intensité phénoménale confinent un plasma d'hydrogène à des températures de plusieurs centaines de millions de degrés Celsius, bien supérieures à celles du cœur du Soleil. La Chine exploite 2 des tokamaks les plus avancés au monde. LEAST, tokamak supraconducteur expérimental avancé, et le plus récent, HL2M. Leurs avancées constituent des étapes discrètes mais monumentales. L'installation EAST a battu des records mondiaux de confinement du plasma, maintenant des températures de 100 millions de degrés pendant plus de 1000 secondes, près de 17 minutes. Ce temps de confinement est crucial. Il correspond à la durée pendant laquelle le plasma chaud et stable peut générer plus d'énergie qu'il n'en consomme pour le chauffer. L'installation HL2M, quant à elle, est conçue pour atteindre des courants de plasma allant jusqu'à 3 MA, approchant ainsi les conditions nécessaires à l'ignition. Le point critique, encore inatteint, où la réaction de fusion devient auto-entretenue, libérant continuellement de l'énergie nette. Cette course est mondiale, avec le consortium international ITER en France comme projet phare. Mais tandis qu'ITER, un effort de coopération souvent entravé par la bureaucratie et les retards, cherche à démontrer sa viabilité scientifique à grande échelle d'ici les années 2030, la Chine poursuit une stratégie parallèle et plus agile, le grand mur sous-marin de fibres. Tandis que le contrôle des routes maritimes fait débat en surface, une guerre silencieuse pour la maîtrise de l'information se déroule dans les profondeurs abyssales des océans. Plus de 95% du trafic international de données, des transactions financières aux communications militaires en passant par le contenu Internet, transitent par un réseau de câbles sous-marins à fibres optiques. Historiquement, ce réseau a été dominé par des consortiums occidentaux tels que Subcom, États-Unis, et ASN, France. La Chine perturbe ce monopole grâce à une stratégie de souveraineté numérique matérialisée au fond des océans. Des projets phares comme le câble PEACE, Pakistan and East Africa Connecting Europe, en sont le fer de lance. Ce câble, fabriqué, financé et détenu principalement par la Chine, relie directement le Pakistan à la France, en passant par la Corne de l'Afrique, offrant ainsi une voie alternative à celle qui emprunte le goulot d'étranglement traditionnel du canal de Suez et les nœuds européens contrôlés par l'Occident. Mais il s'agit de bien plus qu'un simple câble.
c'est une affirmation d'indépendance technologique. Les câbles sont fabriqués par des entreprises comme HMN Tech, anciennement Huawei Marine, qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne, depuis la production de fibres optiques à faible latence et haute capacité, et des répéteurs optiques qui amplifient le signal tous les 100 km, jusqu'aux navires câbliers spécialisés qui effectuent l'installation. L'ingénierie du processus de pose est un véritable tour de force de précision dans un environnement des plus hostiles. Un navire câblier chargé de milliers de kilomètres de câbles enroulés dans d'immenses cuves suit un itinéraire cartographié au millimètre près pour éviter les canyons sous-marins, les monts sous-marins et les zones d'activité sismique. Le câble, d'un diamètre comparable à celui d'un tuyau d'arrosage mais doté d'une structure interne complexe composée d'acier, de cuivre, de fibres de Kevlar et de la précieuse fibre optique en son cœur, est lentement déployé depuis la poupe du navire et descend jusqu'à 8000 mètres de profondeur. La base de recherche sur la face cachée de la Lune. La Lune n'est plus seulement une destination, c'est un avant-poste. Le programme Chang'e de la Chine, nommé d'après la déesse lunaire, est passé d'une série de missions d'exploration à un plan structuré d'occupation permanente. L'objectif final, en collaboration avec la Russie et d'autres partenaires, est la Station internationale de recherche lunaire, ILRS, une base conçue pour fonctionner de manière autonome au pôle sud lunaire, une région de crépuscule perpétuel et de cratères de glace d'eau. Les défis sont d'une toute autre ampleur. Premièrement, l'énergie. En l'absence d'atmosphère et avec des nuits lunaires durant 14 jours terrestres, les panneaux solaires classiques sont inefficaces sur de longues périodes. La solution proposée consiste en des réacteurs nucléaires miniatures à fission, capables de générer des dizaines de kilowatts en continu, associés à des panneaux solaires déployés aux alentours des pics d'ensoleillement permanents. Deuxièmement, le maintien de la vie. Recycler intégralement l'air et l'eau dans un environnement clos et produire de la nourriture dans des serres pressurisées éclairées par des LED, en utilisant le régolithe lunaire, poussière de surface, comme substrat enrichi. Troisièmement, la construction, le transport des matériaux depuis la Terre est extrêmement coûteux. La solution réside dans l'utilisation des ressources in situ, ISRU. Le projet prévoit l'utilisation d'imprimantes 3D robotisées à grande échelle qui exploitent le régolithe lunaire, chauffé par la lumière solaire concentrée ou par micro-ondes, pour imprimer des habitats, des plateformes d'atterrissage et des routes, couche par couche, créant ainsi des structures capables de protéger contre les rayonnements cosmiques et les micrométéorites. Le corridor interocéanique du Nicaragua. Participation chinoise. Sur Terre, un projet d'ingénierie pharaonique, sous l'égide de la Chine, vise à redéfinir la géographie commerciale à une échelle qui éclipserait le canal de Panama. Relancé et financé par des capitaux et des entreprises chinoises, le projet de corridor interocéanique du Nicaragua est une idée du 19e siècle que le 21e siècle pourrait concrétiser, avec toutes ses implications et ses risques colossaux. Le plan est simple sur le papier. Creuser un canal de 278 km de long, 3 fois la longueur du canal de Panama, et jusqu'à 500 mètres de large, traversant le Nicaragua du Pacifique à la mer des Caraïbes, capable d'accueillir les plus grands superpétroliers et porte-conteneurs du monde, de la classe ULCS, trop imposant pour le canal de Panama même après son élargissement. L'ampleur du défi est stupéfiante. Le tracé proposé traverserait le vaste lac Cocibolca, ou lac Nicaragua, le plus grand lac d'Amérique centrale, nécessitant un dragage massif et des mesures de contrôle de la salinisation pour préserver l'écosystème d'eau douce. Le projet traverserait des forêts tropicales humides, des zones marécageuses et des zones sismiques. Les travaux d'excavation déplaceraient plus de 5 milliards de mètres cubes de terre et de roches, un volume des dizaines de fois supérieur à celui des plus grandes mines à ciel ouvert du monde. Des écluses gigantesques seraient nécessaires pour franchir les dénivellations, ainsi que la construction de nouvelles villes portuaires sur les deux rives. Les critiques pointent du doigt un désastre écologique et social d'une ampleur colossale. Déplacement des communautés autochtones, destruction d'habitats uniques, contamination de la principale réserve d'eau douce du pays et endettement insoutenable pour le Nicaragua. Mais pour la Chine, les enjeux stratégiques sont considérables. Contrôler, par le biais d'une concession à long terme, une voie maritime interocéanique alternative au Panama
lui permettrait de diversifier ses vulnérabilités logistiques. Cela lui conférerait un point d'influence majeur aux portes des États-Unis et un contrôle direct sur un axe vital du commerce mondial, lui permettant ainsi de dicter les tarifs douaniers et les priorités. La banque de gènes de la Terre. Tandis que certains projets scrutent les étoiles, un autre, à Shenzhen, explore le code même de la vie. La Banque nationale de gènes de Chine, CNGB, n'est pas un bâtiment ostentatoire, mais un bunker technologique ultramoderne. C'est l'arche de Noé du XXIe siècle, mais au lieu de paires d'animaux, elle stocke des séquences d'ADN. Sa mission est monumentale. Séquencer, stocker et étudier les génomes de toutes les formes de vie sur Terre, des bactéries et des plantes aux animaux et aux humains, afin de créer une archive biologique définitive pour la postérité. L'échelle de ces opérations est industrielle. Des batteries de séquenceurs de pointe, dont beaucoup sont conçus et fabriqués en Chine, fonctionnent jour et nuit, déchiffrant quotidiennement des milliards de paires de bases d'ADN. Les données brutes, un flux continu mesuré en hexaoctets, sont traitées par des supercalculateurs qui assemblent les génomes et les analysent pour y déceler des motifs. Mais le véritable trésor réside dans le stockage biologique. Des échantillons de tissus, des semences, des cellules et des micro-organismes sont conservés dans des chambres cryogéniques à -196 degrés Celsius dans de l'azote liquide, figeant ainsi le temps biologique. Ce projet repose sur 3 piliers. Pour la biodiversité, il constitue une assurance contre l'extinction. Si une espèce disparaît à l'état sauvage, son code génétique et des échantillons vivants seront conservés, permettant potentiellement sa réintroduction ou l'étude de ses propriétés uniques pour la médecine ou l'agriculture. Pour la médecine, il est le fondement de la médecine de précision. En séquençant le génome de millions de volontaires chinois ainsi que leurs antécédents médicaux, l'IA peut identifier des marqueurs génétiques de maladies, de prédispositions et de réponses au traitement, personnalisant ainsi la médecine de demain. Ce projet incarne le triptyque de l'ambition chinoise. D'abord, un nouveau territoire, façonné par les déserts, les mers et les montagnes. Ensuite, un système nerveux numérique qui l'anime, donnant vie à son infrastructure et lui permettant de ressentir, de penser et de réagir. Enfin, ces phares de demain, ces projets qui visent à maîtriser les forces fondamentales de l'univers, l'énergie des étoiles, le flux d'informations, la domination de l'espace et le code de la vie, ne sont pas conçus pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais pour détenir les clés de l'avenir. La Chine ne participe pas au jeu actuel. Elle construit l'échiquier, définit les règles et prépare les pièces pour le jeu qui façonnera le siècle prochain. Ce à quoi nous assistons n'est pas l'ascension d'une nation, mais la construction méthodique, à l'échelle du continent, du théâtre où se déroulera le prochain chapitre de l'histoire humaine. L'avenir a déjà ses plans, et ils sont écrits en mandarin.